Bonjour à tous, merci d'être là, merci beaucoup pour cette invitation donc, à pouvoir un petit peu participer. Logiquement, en fait, je m'inscris dans ce que vient de dire Sarah, puisque c'est le festival de 2010, donc, qui a eu lieu donc, en décembre 2010, donc s'inscrit vraiment dans une volonté de continuité par rapport, une volonté politique en tout cas de continuité par rapport à celui de 66. On a eu une petite conversation hier avec Sarah et il me semble que c'est très intéressant ce qu'elle soulevait. Elle disait, ben voilà, en fait, il faut vraiment distinguer toujours plusieurs niveaux d'appréhension d'un festival parce que finalement, on peut avoir une vision du festival de 66 par rapport à un après-coup qui serait son analyse après le festival de 69 d'Alger dont on a parlé ce matin, mais on peut aussi avoir une analyse par rapport à son impact, on va dire, à ce qui se passe sur le coup et puis à son impact postérieur. Donc forcément, on ne va pas analyser de la même façon le festival 68 après ce qui s'est passé donc, en 69, mais aussi donc, un autre niveau d'analyse, c'est d'analyser le contenu artistique qui est distinct aussi du contenu politique, parce qu'on peut avoir une ligne politique du festival, mais qui ne se retrouve pas forcément au niveau artistique, et ça c'est très très fort, notamment par rapport au Festman de 2010. Et puis, au sein même de l'artistique, il faut distinguer ce qui est représenté en cérémonie d'ouverture et qui, du coup, est très lié à la ligne politique plus dure, on va dire, du festival, et puis ce qui est représenté tout le reste du temps, artistiquement, pendant le festival. Et ensuite, on a aussi les discours des différents curateurs qui ne suivent pas forcément le discours officiel, non plus politique, de la ligne politique du festival. Donc ça, c'est en général, je pense, par rapport à tous les festivals, et ça se retrouve de façon particulièrement forte, en tout cas, au niveau donc, du Festival mondial des Arts Nègres, donc, qui a lieu en décembre 2010. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me rendre à ce festival grâce à l'époque au Centre d'études africaines, qui a permis qu'on reste 1 mois et demi à vraiment s'intéresser en profondeur au festival. Comme il y avait 16 domaines artistiques qui étaient représentés, on a choisi d'étudier particulièrement les arts de la scène, parce que c'est mon domaine, et les arts plastiques, parce que c'est le domaine du co-réalisateur. Donc on a fait un produit fini, donc, qui s'appelle Festman 2010, du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc qui va normalement être mis en ligne sur le site Canal U de l'EHESS en fin de semaine prochaine, début de semaine d'après. Donc ceux qui voudront voir le film en entier, ça va être possible. Donc ça tombe assez bien que je vous parle aujourd'hui. Donc ça devrait être fait très rapidement. Donc le film, voilà, existe, il dure 1h50. Et là, je vais essayer plutôt de vous montrer l'aspect politique et artistique par rapport à l'aspect idéologique donc, de 66 et de 2010. Donc par rapport à cet aspect 66 à l'aspect politique, juste en termes d'organisation, j'avais mis, là c'est une lettre ouverte au premier Festival mondial des Arts Nègres qui a été publiée dans Présence africaine par Abidi Aznassi-Mehentou, parce que, à l'instar en fait de ce que tu décrivais justement pour les représentants afro-américains qui avaient été choisis par les gouvernements des États-Unis, en fait au Brésil c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait les afro-brésiliens qui sont au festival de 1966 sont des personnes qui ont été choisies, triées sur le volet par en fait le gouvernement brésilien, et c'est quand même intéressant parce que à l'époque, il y avait déjà le théâtre expérimental du noir de Abidi Aznassi-Mehentou, justement, et ils avaient préparé une pièce et tout, et en dernière minute, ils ont su donc qu'ils ne pouvaient pas aller au festival de 66. Donc, on se retrouve en 2010 avec Abidi Aznassi-Mehentou qui est dans le comité scientifique, de caution artistique, scientifique du Festival mondial des Arts Nègres de 2010. Donc, on voit là un gros changement en termes de position. Pour autant, en termes politiques, c'est encore en fait le gouvernement brésilien qui a choisi qui serait envoyé ou non via une fondation qui s'appelle la Fondation Palmares, qui a été créée pour le centenaire de l'abolition de l'esclavage, donc en 1988. Et là encore, en fait, on se retrouve avec une situation de grosses plaintes en fait au niveau local. Donc malheureusement, j'ai pas interviewé ou filmé directement les personnes qui se sont plaintes au Brésil, mais enfin, la moitié, les personnes qui ont été choisies l'ont été faites vraiment de façon politique par cette fondation, certes militante, mais les gens, les Afro-Brésiliens en tout cas, s'estimaient pas forcément totalement représentés
représentées non plus dans ce nouveau festival donc, de 2010, avec une autre sélection, évidemment, au niveau donc, politique, là aussi. Donc ça, c'était un petit peu une introduction. Le Brésil était donc quand même l'invité principal, l'invité d'honneur, pardon, du festival, avec une délégation très très importante, avec plus de 300 membres, et a été vraiment très bien représenté. Alors, ce qui est assez étonnant, finalement, c'est que malgré cette bonne représentation du Brésil, dans le discours d'ouverture de Abdoulaye Wade, donc le président du Sénégal qui a souhaité organiser cette 3e édition, on a très peu d'évocation en fait de la place du Brésil, alors même que normalement ça aurait dû être vraiment le point d'orgue, on va dire, du festival. Alors, ce qu'on peut dire dans les thématiques vraiment abordées dans ce discours, c'est qu'on a une volonté vraiment importante d'intégrer la diaspora dans le discours d'unification de l'Afrique. Et cette unification de l'Afrique ne peut se faire qu'en intégrant la diaspora au sein donc de cette politique africaine. Donc ça, c'est un élément vraiment important qu'on va retrouver. Donc je voulais juste vous montrer la cérémonie d'ouverture, dans la mesure où elle est certes un travail artistique, donc de Georges Momboy, de Côte d'Ivoire, mais avec une volonté, avec un angle très, très politique qui va vous montrer un petit peu comment... affichage, pardon... présentation, mon plan d'écran, hop. Donc je vous donne un petit peu, c'est vraiment donc la commande qui avait été faite à Georges Momboy, c'était de parler de cette unité africaine et de la diaspora. Donc voilà un petit peu ce vous voyez une volonté de mythification un petit peu hein, de l'Afrique. Alors, ensuite, j'avance un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Ensuite, on passe par donc, le rappel des héros, comme on en parlait hier. Du coup, je pense que c'est intéressant de vous montrer. Donc, vous voyez les différents pères qui défilent dans des bulles. Donc ils ont traversé l'océan pour créer un seul pays. Donc là, on revient avec l'idée du drapeau. Je vous laisse une petite... Donc on va avoir toute une... Donc on a toute une séquence dansée avec les drapeaux et on finit sur la statue de la Renaissance africaine. Donc petit à petit va arriver donc voilà la statue et les feux d'artifice finaux de sachant que cette statue elle-même est très controversée parce qu'elle a été faite donc par un artiste nord-coréen et donc on a vraiment une grosse critique qui a été faite autour donc de cette statue de la Renaissance africaine, notamment par rapport à la nudité donc de la femme.
Et parce que forcément les Sénégalais disent que personne s'habille comme ça au Sénégal, donc que c'est un petit peu particulier. Donc voilà, donc ça se finit par ça, et juste après on a un petit temps, et là on a donc en termes de politique, de qu'est-ce qu'on revendique dans ce festival, on a la projection du fameux discours de Senghor, mais évidemment pour lequel on a coupé l'intervention de Malraux juste avant. Donc je vous montre, et après en fait on va avoir tout le long de... Donc là c'est l'ouverture officielle du festival, on est dans le grand stade stade Senghor qui est vraiment rempli, hein, il n'y a pas de doute, les personnes sont là alors même qu'il y a une grosse... C'est très controversé, le festival est critiqué partout dans les journaux, etc. La veille on croit encore que ça ne va pas avoir lieu le soir, etc. Mais ça a lieu, donc ça commence le 10 décembre 2010 si je ne me trompe pas, et donc on a la présentation de Senghor, vous voyez, sous forme de ce petit écran là qui est retranscrit avec Senghor dedans, et ensuite on va avoir tous les nombreux présidents africains qui sont là, qui vont s'exprimer et qui vont être retranscrits exactement de la même façon. Ce qui veut dire juste après eux, on renvoie par un système de projection, les présidents sont là et on a donc, on s'inscrit dans l'histoire. Pour moi, enfin voilà, j'analyse comme ça. On s'inscrit dans l'histoire à la suite de Senghor. Donc je vous laisse le... Toujours actualiser son objet, je veux dire sa matière. Sa nature, par contre, est de toujours exprimer cet objet avec les mêmes signes, dans le même style profond qui est précisément de le stylisme. Il en résulte qu'on ne peut nier longtemps la mer. D'autant que ce sont les Européens eux-mêmes qui les premiers l'ont découvert et défini. Les négro-africains préfèrent le vivre. Ce sont les plus éminents des artistes et des écrivains européens qui l'ont défendu, de Pablo Picasso à André Malraux, dont je salue ici le témoignage propre. Donc voilà, je voulais juste laisser, parce que ça montre quand même qu'il y avait une volonté aussi, parce que quand même le stade était vraiment très jeune, il y avait vraiment beaucoup de jeunes dans le stade, et donc c'était vraiment une volonté de transmission, donc de s'inscrire dans ce qui s'était dit donc, en 66. Alors ce qui est intéressant, c'est que ensuite dans ce qui a été dit par les différents... président qui était là, alors se soulève à nouveau la question de la langue, c'est-à-dire que y a le ministre le ministre brésilien qui était là, donc responsable de l'égalité des chances au Brésil, a parlé en portugais, le président mauritanien un petit peu en arabe, les différentes Guinées ont parlé en espagnol, enfin en tout cas pour la Guinée équatoriale, ils ont parlé en espagnol. Donc c'est vrai que c'était un petit peu troublant en se disant mais à qui s'adressent ces discours finalement, puisqu'ils sont pas traduits et ils sont quand même projetés comme ça. Donc je vous montre juste un petit peu ce que ça donnait visuellement. Vous voyez ici les... Donc ça c'est le Brésilien. Donc le Brésilien parle au nom de Lula et il lit une lettre de Lula à l'époque. Donc c'est quand même important, c'est quand même lui. Ensuite il n'est pas du tout évoqué par Wade, mais c'est quand même lui qui ouvre le Festival mondial des arts nègres, c'est un Brésilien. Quand on sait ce qui se passe maintenant et qu'il n'y a déjà plus de ministère de la Culture au Brésil, on se dit qu'il y a un changement d'époque, rapidement, puisqu'on n'est qu'en 2016. Pardon, voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu les autres présidents donc, qui étaient là. On avait donc la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, et puis enfin donc Abdoulaye Wade. Et par rapport à ce qu'on a dit sur l'aspect donc de la Havane, le président de la Guinée équatoriale finit son discours par adelante, non, donc en avant, avec un discours très fort par rapport à un discours vraiment proche, je dirais, de la tricontinentale. Le terme de solidarité est beaucoup évoqué donc, par M. Abdelaziz de Mauritanie, aussi en termes d'importance de la solidarité. Donc on a dans les discours quand même un peu cet élan, on va dire, du premier festival, mais il n'y a pas vraiment un tribun qui va enchanter les foules. Alors est-ce que c'est le problème de la langue, est-ce que c'est le contenu, ou l'époque dans laquelle on se situe? En tout cas, il n'y a pas vraiment un enchantement. Je veux juste vous donner un tout petit peu les thèmes qui étaient abordés par Wade pour voir un petit peu l'époque
l'époque dans laquelle on se situe par rapport à 66, donc dans ce grand discours d'ouverture. Donc on a, donc il s'adresse tout d'abord aux jeunes, donc vraiment le discours commence par une adresse aux jeunes. Ensuite, des renforcements des liens de l'Afrique avec sa diaspora, et pendant tout le discours, donc qui dure à peu près 45 minutes, on a vraiment une fascination absolue pour les États-Unis. Et donc qui sont la caution intellectuelle de l'édition, parce que les Africains sont enseignants aux États-Unis, comme un chat. Et donc, c'est pour ça que cette journée est importante. Mais pour Abdoulaye Wade, c'est vraiment parce que donc il y a quand même une délégation énorme hein, des États-Unis, de chercheurs afro-américains qui vient à Dakar et qui fait un gros colloque toute la journée, en fait, pendant au moins une semaine, sur différents thèmes liés donc à la question... voilà, un colloque afrocentriste. Et donc, on a vraiment vraiment pour Wade, c'est vraiment l'important, c'est que les États-Unis soient là, et donc pas du tout le Brésil qui est invité d'honneur. Et donc là, ensuite, il déclare donc que Dakar est la capitale de la culture négro-africaine, mais qu'il faut lui donner une dimension intellectuelle, car pour lui, c'est dans ce domaine qu'elle est ignorée. Donc il y a vraiment une volonté de reconnaissance à ce niveau-là. Ensuite, et l'époque le veut, on est en 2010, il veut une reconnaissance des combattants africains des deux guerres, qui sont les défenseurs de la liberté. Donc en termes de politique internationale, c'est un moment où ça commençait à être particulièrement évoqué. Ensuite, on a l'évocation du panafricanisme, et seulement ensuite du congrès de 56, avec l'évocation donc des pères fondateurs dont on a déjà parlé ici. Et puis, il finit, et là, quand même, il y a vraiment une vibration de la part de la foule, et c'est important, par sa volonté de construire les États-Unis d'Afrique. Il fait vraiment un appel fervent, et il dénonce, évidemment, les frontières colonialistes héritées de Berlin, et il dénonce aussi les historiens colonialistes, mais avec vraiment une volonté de ces États-Unis d'Afrique pour lesquels il se place comme un fervent défenseur, puisque c'est même inscrit comme une possibilité dans la constitution sénégalaise de pouvoir en fait abdiquer en fait la souveraineté du pays si c'est pour quelque chose de plus important. Donc il estime qu'il n'aurait même pas à consulter son peuple, puisque le peuple est en faveur de ces États-Unis d'Afrique, et vraiment il est ovationné par la foule à ce moment-là. Et alors ce qui est étonnant, donc il finit, alors ça c'est quand même intéressant, il finit son discours par le travail comme valeur, et il finit par travailler, encore travailler, toujours travailler, et tout le stade reprend en chœur, parce que visiblement c'est son slogan de campagne. Et donc c'est rigolo, parce que on ne s'attendrait pas forcément à ça comme fin de discours. Et il n'y a pas d'évocation de la Renaissance. Alors que le... D'accord, c'est pour ça. C'est là, voilà, je ne suis pas africaniste, j'avoue. Et je suis brésilianiste, et ça, je n'avais pas compris. D'accord, donc, et il n'y a pas vraiment le thème de la Renaissance n'est pas abordé, alors qu'il est écrit sur tous les murs de la ville, qu'on est vraiment dans une volonté voilà, avec la statue de la Renaissance africaine, normalement, c'est le thème. Et donc, c'est pour ça que moi, dans le film qu'on a fait, on a vraiment interrogé les gens autour de la Renaissance africaine. Qu'est-ce que c'était pour eux? Puisqu'on n'était pas censé être dans la continuité de la négritude, mais dans celui de la Renaissance africaine. Et donc, dans le film, on montre bien que ce terme est vraiment profondément polysémique, et qu'on a... voilà, différentes façons de l'envisager. Et donc, juste pour finir par rapport à cette ouverture du festival, le matin, en fait, ils avaient ouvert le festival devant donc tous ces chercheurs, à la fois donc, du monde entier, mais beaucoup d'Afro-Américains, où le professeur Ibader Thiam avait vraiment donné le ton, on va dire, afrocentriste du festival. Le programme, il était vraiment... Ouais, c'était impressionnant. Très, très afrocentriste. Vraiment, et où on a commencé avec des projections de photos d'Indiens en Inde, de personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en montrant que le monde noir était donc ne se situait pas qu'en Afrique, etc., avec une volonté vraiment pédagogique très importante en ce sens-là. Donc voilà, ça c'est l'aspect de politique, on va dire, par rapport au festival et à ce qui a voulu être donné comme information. Après, j'ai l'impression que, étant donné que le festival a été très controversé par la suite, et on n'a pas vraiment eu beaucoup d'écho finalement politique par rapport à ce qu'on peut avoir entendu ces 2 derniers jours, avec le fait que ces discours sont porteurs d'une énergie, d'une action, d'un faire, et qu'on n'a pas forcément ça concrètement à la suite donc, du festival.
Je dois couper. Il me reste 5 minutes, donc ça va aller. Donc au niveau donc de la politique générale, on a cette revendication donc d'une continuité. Par contre, on l'a pas du tout en termes artistiques et ce que je vous ai dit un petit peu en introduction. Et donc on a par exemple quelqu'un comme Oumar Ndao, qui était feu Oumar Ndao malheureusement, qui était donc le curateur de l'exposition, le curateur théâtre du festival, et qui lui donc en fait explique que pour lui il ne se situe pas en fait dans cette continuité là. Donc je voulais vous le mettre rapidou. Ah, je suis désolée du coup. Presque périmé, parce que justement ce discours qu'on trouvait dans le théâtre, on le trouvait dans les journaux, on l'entendait à la radio. Donc le théâtre n'en était pas le réceptacle exclusif. Il y a eu un autre accent. Ce sont de jeunes auteurs qui ont souvent vécu en exil, émigrés, et qui ont questionné leur rapport à l'immigration, qui ont été dans des résidences d'écriture en Europe, dans des cercles de création en Europe, et qui forcément à un moment donné se demandent qui ils sont. Et là, je crois qu'ils nous ont fait retourner aux écritures des années 50. Où les auteurs, les premiers auteurs africains arrivent en Europe et se demandent, moi, en noir, comment je me place par rapport à la société occidentale, à la société blanche. Mais il y a eu très peu de textes de ce genre-là, au fond, pour moi. La problématique, c'est virtuellement déplacée, réellement même déplacée. Elle n'est plus dans le face-à-face entre l'Europe et l'Afrique. Ce discours commence aussi à être édulcoré, à être dépassé, à être périmé. Elle est plus dans le face-à-face, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre l'homme et l'homme. Parce que le terrorisme concerne tout le monde. La guerre concerne tout le monde. La souffrance économique concerne maintenant tout le monde. Ce qui s'est passé au Rwanda a été tel... Donc là, c'est une autre compagnie. Donc ça, c'est un petit peu cette volonté de montrer que dans la ligne éditoriale des personnes qu'ils ont fait venir, il y avait différents points de vue par rapport à ce qui pouvait être revendiqué politiquement. Donc, et donc pas du tout une affiliation donc, ni au Festival de 66, ni même à l'idée donc, de Renaissance. Par contre, chez les artistes, quand on a fait les entretiens, il y a toujours en fait un appel beaucoup plus à Césaire qu'à Senghor, mais comme des maîtres en fait qui permettent la création aujourd'hui. Alors le plus significatif, et je vous montre juste un tout petit bout, c'est Valérie Goma de la Compagnie de la Ruche, qui elle a carrément appelé sa pièce le cahier d'un impossible retour, évidemment en évocation à cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Et donc je vous montre un tout petit bout, et elle est à la fois une militante où elle revendique en fait la place de la femme, et elle est aussi une personne qui va, c'est donc elle, Valérie Goma, et elle va essayer de montrer, donc de revendiquer à la fois la place de Césaire et à la fois de créer à partir de ça. Voilà, donc je vous montre un minuscule extrait, excusez-moi. Comme le film est long, c'est dur de caler. Celle qui ne me donne pas de nouvelles, il était. Le mot petit, il était. Quand un enfant, quand son père est venu, il a parlé. Il va venir avec moi dans le pays riche. Il pourra apprendre des choses. Il pourra bien grandir et ensuite bien gagner. Donc là, qui est sur la problématique de qu'est-ce que ça veut dire quand on emmène un enfant en Europe, et qu'est-ce que ça par rapport à la famille, par rapport notamment donc à la maman qui reste seule, donc par rapport à une volonté de quelque chose de plus intimiste. Et beaucoup de spectacles abordaient la question donc liée à l'immigration. Il y a un spectacle qui est très internationaliste, c'est un spectacle du groupe Off qui a fait la pièce Rwanda 94, il est plus connu pour ça, et qui s'appelait Bloody Niggers, où ils montraient en fait dans le spectacle en fait comment finalement le génocide du Rwanda s'inscrivait dans une politique de génocide depuis le début des années, fin des années 20, début des années 30, avec les expérimentations faites en Tasmanie. Donc j'ai malheureusement pas le temps de vous le montrer. Et enfin, vous dire qu'effectivement les héros en fait dont on a parlé hier se retrouvent vraiment dans les pièces, comme par exemple dans le travail de Serge Aimé Coulibaly, qui montre justement donc ces héros nécessaires en fait pour lui, pour la jeunesse.
Et donc, juste vous dire qu'il existe actuellement en France un mouvement aussi qui s'appelle Décolonisons les arts et qui se passe surtout dans les arts, beaucoup autour des arts de la scène et qui revendique justement une diversité sur scène et qui est aussi portée par des gens qui étaient dans le Festival mondial des arts nègres, mais pas seulement, et qu'il y a cette idée comme ça d'internationalisme aussi qui existe, donc toujours au niveau à la fois des créateurs, c'est-à-dire que les créateurs travaillent entre eux, des Sénégalais, des Rwandais, ou entre, voilà, avec cette idée d'une internationale artistique. Par exemple, le festival du Burkina Faso, Récréatra, lui aussi, a cette idée comme ça internationale. Un autre festival, voilà, créé il y a plus longtemps, donc, pardon, je me perds un peu, mais qui a cette idée, voilà, d'une internationalisation, d'un panafricanisme au quotidien concret, voilà, qui se retrouve aussi en France. Merci beaucoup.